Ce que je voulais dire par là, en dehors de ça, pourquoi faire en sorte d'arrêter le cursus pour la plupart des écoles Steiner à la première, juste une année avant de passer le bac? C'est ce que je viens de vous dire avant, c'est que, comme vous savez, en France, pour passer le bac, il faut se spécialiser beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut pas passer un bac général, on peut pas après une seconde générale continuer une première générale et une terminale générale et puis passer un bac. On est obligé d'entrer en L, en S, en ES, voire en STT, en STI, etc. Alors comme dans les écoles Steiner, il y a une seule classe par niveau. Que quand on arrive en fin de première et qu'il y a, mettons, au grand maximum une vingtaine d'élèves et qu'ils veulent faire 6 sections, vous pouvez pas. C'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de garder l'enseignement général le plus longtemps possible. Et ça, c'est aussi dans l'esprit de la pédagogie Steiner, de toute façon. Mmh. Et puis, de laisser à ceux qui savent parfaitement bien le faire le soin de faire les spécialités. Mmh. Et il y a quand même une école, celle de Chatou, qui a décidé de faire autrement. Parce que c'est pareil, dans les écoles Steiner, chacune, s'il y a un projet général qui est le projet de la pédagogie Steiner, il y a aussi, chaque école a son projet particulier qui est axé plus, je vous citais école et entreprise, par exemple, à Avignon. On pourrait citer d'autres choses. Il y a des écoles à la campagne, par exemple, qui font des projets autour, justement, de la terre et du lien des enfants à l'agriculture, par exemple, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de projets spécifiques en dehors du projet général. Et le projet spécifique de l'école de Chatou, c'est d'amener les élèves jusqu'au et de faire cette gageure, en fait, de préparer les élèves, au bac, tout en leur offrant énormément d'autres choses, en fait, et dont une ancienne élève pourrait vous parler mieux que moi, parce qu'elle vient de le vivre l'année dernière. Camille? Oui, donc moi je peux en parler, parce que j'étais donc en 12e l'année dernière à l'école de Chatou. Mm-hmm. J'étais dans une classe de 14. On avait à l'intérieur de cette classe 2 sections. On avait la section littéraire, la section scientifique. Donc on avait plusieurs cours en commun. Bon, quelques cours de philo, des cours d'histoire géo, des cours de langue. Et sinon, on était, quand c'était des choses spécifiques, par exemple la littérature pour nous, on était séparés. Et donc ça, c'était ce qui était vraiment du programme pour le bac, etc. Mais on avait aussi des moments où on était tous ensemble, et ça, c'était pour ce qui était vraiment de la pédagogie Waldorf. Donc par exemple, quand on est en 12e classe, en tout cas à 18 ans, à l'école où j'étais, donc celle de Chatou, ils ont remarqué que c'était intéressant de travailler Faust de Goethe. Donc c'est aussi... selon quelques conseils de Steiner, j'imagine. Et donc ça, on a fait ça toute la classe. On a fait attention à regarder les aspects littéraires pour la section littéraire, les aspects scientifiques de cette œuvre de Goethe, donc Faust. Donc c'est comme ça qu'on a pu aussi se rejoindre en tant que vraie classe et pas simplement des sections. On a fait aussi chacun un projet individuel qui se rapproche un petit peu du TPE, ce qu'on peut trouver dans les lycées. Qu'est-ce que c'est que le TPE ? Le TPE, c'est un travail personnel encadré. C'est en fait, dans les lycées, on a un thème, on a plusieurs thèmes, on choisit entre les thèmes, et puis après, on fait un travail donc personnel, encadré par des professeurs, autour de ce thème-là. Donc nous, en fait, c'est un petit peu pareil, sauf que le thème, c'est nous qui le trouvons nous-mêmes. Donc il y a des choses très variées. Tous les ans, il y a des thèmes différents. On a du théâtre, on a des choses... c'est des réalisations, en fait, qu'on mène, qu'on aboutit. On fait... l'élève, il fait tout pendant 6 mois. Il élabore lui-même son projet, la problématique de son projet. Je sais pas bien comment expliquer. Il est complètement responsable de ce qu'il a décidé de faire. Donc moi, je peux parler de mon projet. J'avais décidé de travailler sur la résistance entre 39 et 45 à partir de poésie. Et donc j'avais fait un récital de poésie. Donc c'est moi qui ai trouvé mon projet et mon sujet. J'ai choisi mes poèmes. Je me suis fait aider quand même pour la mise en scène, mais j'ai quand même fait énormément de choses toute seule. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aboutit soi-même. Et ça va
En fait, cette année de 12e que j'ai vécue, c'est une année où on est seul. On est dans un groupe, mais on doit être seul à trouver son individualité et à trouver ce que plus tard, ce qu'on souhaite faire plus tard, ce qu'on sera plus tard. Et donc, on peut le trouver tout de suite, on peut ne pas le trouver du tout. Pour moi, l'année que j'ai vécue m'a donné des clés pour ce que j'aimerais plus tard faire, mais c'est pas, j'ai pas eu un déclic tout d'un coup. Je me suis dit je vais faire du théâtre sur la résistance. Ou c'est pas du tout ça, mais la 12e classe, c'est vraiment un travail intérieur qu'on fait parallèlement au travail extérieur pour le bac, où seules les notes comptent, où seule la performance, etc., où il n'y a que ça qui compte. Donc en fait, on travaille en parallèle et on s'est rendu compte très vite dans la classe que en fait, le travail intérieur, il aidait au travail extérieur et le travail extérieur aidait au travail intérieur. Donc c'était une très bonne, un très bon, je sais pas comment expliquer. Complément. Oui, c'est ça. Ça peut paraître assez difficile de passer le bac, donc avec toutes les matières, vraiment le bac, quoi, en même temps que de mener ses projets, de les présenter, et en même temps que de travailler une œuvre telle que Faust, qui est quelque chose qui prend énormément, surtout à cet âge-là où en fait on n'est pas si âgé, quoi, donc on découvre tout. Et Faust, c'est quand même très complexe, donc il faut beaucoup penser. Et en fait, tout est imbriqué très bien l'un dans l'autre. Et chaque chose qu'on fait en 12e classe, ça nuit à rien, en fait. Toi, tu le vois comme un plus. Tu le verrais comme un plus. Ouais. Et je m'imagine pas avoir passé le... Enfin, je pense que je me serais embêtée si j'avais passé le bac l'année dernière sans avoir fait tout ce que j'ai fait à côté. Tu te serais ennuyée, tu dis. Ouais. Je me serais pas ennuyée dans le sens où j'aurais eu rien à faire, parce que c'est sûr qu'on a énormément de choses à faire et que l'année dernière, j'avais pas de temps de libre de toute façon, comme tout le monde qui passe son bac. Mais grâce à tout ce que j'ai fait à côté, donc Faust, on a travaillé aussi d'autres choses qui sont, on a beaucoup travaillé autour de la mort et de la vie, comment elles s'imbriquent aussi ces deux notions l'une dans l'autre. Et tout ça m'a nourri en fait, et ça m'a permis de ne pas souffrir de l'amas de travail qu'on nous demandait de faire pour le bac. Et donc en fait, j'avais l'impression que plus j'en avais, plus je pouvais en faire. Ah ouais, paradoxalement, ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose dont on se rend compte de toute façon. Même maintenant où je fais... j'ai pas encore repris les études, plus je suis active, plus je peux être active. Et c'est pas en se reposant tout le temps qu'on peut être actif. Donc plus t'en fais, plus t'en fais. C'est ça. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant quand tu as abordé l'école Steiner ? Alors moi, l'école Steiner, je l'ai abordée à 3 ans. Donc j'ai pas pu trouver ça intéressant. Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Enfin, j'en ai pris conscience quand même à un certain âge, mais à 3 ans, à 4 ans, je suis rentrée dans l'école Steiner. Mon frère était déjà là, mes parents, tous les deux, enseignaient dans cette école. Mes cousins, ils étaient dans cette école. Ah ouais, d'accord. Enfin, bon, pour moi, je comprenais pas, par exemple, que mes d'autres cousins qui étaient dans une école... classique. Classique. Je comprenais pas qu'ils comprennent pas en fait que j'étais pas dans la même école, que je savais pas. Je savais quand je suis arrivée au CP, enfin en première classe, on appelle ça comme ça, en première année. Moi, je savais pas lire au début. J'ai appris très vite, mais je savais pas lire au début. Et ma cousine, qui a le même âge que moi, elle savait lire. Et elle comprenait pas. Et puis il y avait des choses comme ça. Elle avait appris plus vite à faire des multiplications ou des choses comme ça. Et en fait, pour moi, c'était normal. Et puis j'ai pris conscience petit à petit en fait de la différence. Et en fait, plus j'en ai pris conscience, plus j'étais fière d'être dans cette école. Enfin, fière. J'étais pas, je m'en vantais pas, mais je trouvais que t'avais conscience de la chance. Je trouvais que c'était vraiment une chance d'être dans une école pareille, parce que, tous les jours, j'avais une nourriture spéciale et j'attendais. J'ai jamais souffert d'aller à l'école. J'étais toujours heureuse d'aller à l'école. Bon, en même temps, j'aime apprendre, donc bon,
c'est une chance aussi, quoi. Alors, est-ce que tu sais ce qui caractérise l'éducation vue par Rudolf Steiner de l'éducation classique? Est-ce que tu arrives à saisir la différence? Je sais pas exactement en fait parce que moi j'ai jamais vécu un système classique, mais bon, je peux quand même imaginer que déjà on a un professeur de classe de la première année jusqu'à la 6e année. Le même professeur? Le même professeur de la première à la c'est 6e ça, année. qui nous accompagne, Mhm. donc qui s'occupe de tout en fait, qui va faire les maths, le français, l'histoire. Donc dans des classes de combien? Nous, ouais, c'est à peu près entre 25 et 30. 30, c'est une grande classe. Mais 25, c'est une classe normale. Donc, ce professeur garde toujours la même classe, Mhm. disons en général pendant 6 ans. Mhm. Il aborde Où, toutes les différentes matières dont tu viens de parler. il aborde toutes les matières. Et donc, en fait, il a le temps de nous connaître et de savoir exactement ce qui nous correspond. Mhm. Bon, il a une formation aussi pour ça. Ça se fait pas instantanément comme ça. Et en fait, le professeur, il sait répondre aussi à des questions. Par exemple, il sait que un tel a besoin d'avoir que je sais, ouais, comment dire. Ouais, peut-être je peux Ouais. reprendre là. En fait, on pourrait dire l'idée, le mot, la phrase qui nous guide, c'est accueillir l'enfant comme une personne unique, accueillir chaque enfant comme une personne unique. Et en fait, je crois que le fait de travailler dans le temps, longtemps avec les mêmes enfants, ça fait qu'on apprend à les connaître aussi dans leurs compétences. Intrinsèque. Voilà, dans ce qu'ils sont, dans leurs talents cachés aussi. Mhm. C'est-à-dire, on sait aussi ne pas s'arrêter tout de suite au résultat premier et travailler aussi avec les potentialités. Et je crois que quand un enfant a en face de lui un adulte dont il sait qu'il a confiance en lui, en fait, il a confiance dans ses potentialités, ça éveille la confiance en soi aussi. Et je dirais que c'est une des clés, ça. Peut-être que c'est un peu ce que tu voulais dire, Camille. Ouais. Et c'est une des clés, et c'est une clé qui est énorme, parce que on sait tous que pour reprendre un exemple personnel, moi j'avais une grand-mère qui était pas très pédagogue et qui me reprochait beaucoup d'être maladroite. Et je me rendais compte que chaque fois que j'étais devant elle, je devenais maladroite en fait. Parce que elle voyait pas la potentialité qu'il y avait. Si je faisais la vaisselle, elle voyait pas que j'avais envie de l'aider à faire la vaisselle. Elle craignait pour son assiette cassée. Mhm. Et moi, du coup, ça me faisait casser les assiettes. Ça, c'était et c'est souvent comme ça. Je veux dire, c'est dans l'éducation, c'est-à-dire que on sait qu'il faut avoir une bonne note, par exemple, mais on sait qu'on n'est pas vraiment à la hauteur, et du coup, ça paralyse beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui sont paralysés par la peur du résultat ou du non-résultat. Et ça, c'est une des choses qui caractérise la pédagogie Steiner-Waldorf, c'est de prendre le temps avec l'enfant. Il ne s'agit pas de le traîner avec ses lacunes, mais il s'agit de se dire aussi que si un enfant a des lacunes quelque part, il a certainement aussi des talents, et que c'est à partir de ces talents qu'on peut lui donner confiance en lui, donc ensuite le faire travailler sur ses lacunes. Ah, bien dit. Ça, c'est bien dit, ça. Mais c'est D'accord. vrai. Ouais, ouais, d'accord. C'est vraiment ça. Et ça, c'est un travail à faire. On pourrait dire d'une certaine manière dans un triangle entre ce qu'est l'enfant, ce que le professeur apporte comme projet, et puis ce que la matière veut aussi. C'est-à-dire que, comme l'a dit Camille tout à l'heure, elle a appris à lire très vite en quelques mois. Mais d'autres enfants apprennent à lire beaucoup plus lentement. On leur laisse le temps. Vous voyez, par exemple, le cycle 2 dans le primaire, selon la réforme, la dernière réforme en date, qui est une très bonne réforme, la réforme sur les cycles, ça prévoit justement de laisser le temps aux enfants, entre la grande section de maternelle, le CP et le CE1, pour apprendre à lire. Et c'est en début de CE2 qu'il y a des évaluations pour voir où en est l'enfant. Et nous, tous nos élèves passent ça sans aucun problème. On leur ferait faire des évaluations intermédiaires sur des besoins de résultats en CP, ça marcherait pas.
Ça marcherait chez quelques-uns, mais chez beaucoup, ça ne marcherait pas. Parce qu'on prend au sérieux cette histoire de cycle. Simplement, on n'a pas suivi l'éducation nationale, on l'a précédé, Steiner l'a précédé en 1919. En proposant justement exactement ça, c'est-à-dire de laisser à l'enfant le temps de faire ses apprentissages. Et il ne s'agit pas de le laisser et de laisser faire, mais il s'agit de le laisser et de l'accompagner dans les processus d'apprentissage. Accompagner, ça veut dire pas tirer. On tire pas sur les carottes pour les faire pousser. On bêche autour. C'est vrai. On bêche autour. On met de l'engrais, si possible organique, et on arrose et on fait en sorte que les choses se passent comme elles doivent se faire. Ça, c'est aussi une expression de Steiner. Le professeur est un déblayeur d'obstacles. Et c'est vrai que souvent, on a que ça à faire d'une certaine manière, mais pas comme ça, pas intrinsèquement, mais à travers les matières qu'on enseigne. Parce que comme l'a dit Alain Fréby en parlant de la médecine tout à l'heure, il disait c'est un élargissement de l'art de guérir. Et les médecins sont avant tout des médecins qui ont fait les études adéquates. Les professeurs sont avant tout des professeurs et ce sont des enseignants. Ce ne sont pas des gens qui viennent travailler comme ça sur les enfants en essayant simplement de faire en sorte qu'ils apprennent tout seuls. Non, pas du tout. Il y a tout un plan, il y a tout un programme. L'école Steiner-Waldorf n'est pas une école du laisser-faire. Elle est une école, c'est une école où on guide beaucoup les enfants, où il y a ce double mouvement à la fois de guider les enfants, beaucoup, et en même temps de laisser beaucoup faire et agir ce qui vient des enfants. Donc c'est une rencontre créative permanente, en fait, entre ce qui vient de l'enfant et ce qui vient du professeur à travers la matière qu'il veut enseigner. C'est là que se situe l'art. Oui, exactement. Mm-hmm. Et c'est exactement, vous avez tout à fait raison. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que Steiner parle d'art d'éducation, art de l'éducation. Quand il dit le professeur est un artiste, c'est pas que le professeur sait dessiner ou sait peindre, c'est bien s'il sait le faire aussi, mais c'est surtout qu'il est artiste dans l'acte de création de l'éducation. Ça demande beaucoup de psychologie. Ça demande d'étudier beaucoup, oui, ça demande d'étudier beaucoup la nature humaine. Vous savez, Steiner, quand il a créé l'école Waldorf, tout à l'heure je vous ai parlé des conditions politiques de la création de l'école Waldorf, il y avait aussi d'autres conditions, et c'était des conditions spirituelles en fait. C'est-à-dire qu'il a ayant répondu à une demande. Vous savez, Steiner n'a rien fait n'a rien fait de lui-même en fait. Il a fait un enseignement, il a fait des conférences, des tournées, des choses comme ça, mais il n'a jamais créé aucune institution à partir de lui-même. Il a toujours fait sur la demande de quelqu'un du métier ou d'usager, on va dire, comme on dit aujourd'hui. Alors à l'époque, les usagers, c'était les ouvriers de l'usine de cigarettes Waldorf-Astoria, et cela voulait que, en fait, leurs enfants puissent bénéficier d'une pédagogie qui ressemblerait à ce qui les enthousiasmait complètement dans les conférences qu'ils recevaient de Steiner. Et donc Steiner a répondu à ça en disant d'accord, on va faire une école. Et elle servira de champ d'expérimentation de la tripartition sociale et puis de champ d'expérimentation de finalement ce qu'on peut faire en pédagogie à partir d'un regard nouveau. Donc on peut dire dans ce sens-là que c'est une école expérimentale au sens noble du terme. Ça en est encore une aujourd'hui au sens noble du terme. Pas dans le sens où on fait des expériences comme on ferait des expériences de laboratoire, mais dans le sens où on travaille à partir de la matière humaine vivante. Quel cursus doit avoir au préalable, avant d'enseigner, l'enseignant? Eh ben, il faut qu'il ait un cursus classique, bien sûr, il faut qu'il soit enseignant. Et puis, en plus, il faut qu'il fasse une formation. Elle peut avoir lieu sous plusieurs formes. Bon, il y a 2 instituts de formation en France, l'Institut Rudolf Steiner qui est à Chatou, et puis un cycle pédagogique dans le sud-est, à Avignon. Ça, c'est une formation en cours d'emploi, donc c'est des week-ends, un week-end par mois pendant 4 ans, avec des stages. Et en fait, dans cette formation, il s'agit surtout justement de travailler à partir de ce que j'allais vous dire. J'ai fait une digression, mais j'y reviens, qui est que en fait, quand Steiner a donc décidé de dire d'accord, je veux bien fonder cette école, il a réuni autour de lui une douzaine de personnes et qui étaient des gens qu'il connaissait par
ces rencontres en fait diverses. Et il leur a donné un cours pendant 3 semaines qui s'appelle le cours sur la nature humaine. Et donc, pendant 3 semaines, tous les matins, il leur a fait une conférence sur la nature humaine, le développement psycho-spirituel, physique de l'enfant. Qui aborde quel point? Qui aborde, en fait, on pourrait dire d'une certaine manière, tous les points qui sont à la base de la pédagogie Steiner, c'est-à-dire apprendre à connaître les cycles, par exemple, de facultés, d'apprentissage des enfants. Apprendre. Alors, on va disséquer un petit peu, on va rentrer. Mais je vais d'abord finir sur ce qu'il a sur ces 3 semaines-là, parce que sinon ça serait pas complet. D'accord. Donc ça, c'était le matin. Il donnait des conférences très avec beaucoup de choses qui sont encore à travailler maintenant en fait par les professeurs. Et puis ensuite, l'après-midi, il donnait des cours de méthode et pratique, qu'il appelait de didactique, où il disait, tiens, par exemple, à tel âge, vous pourriez faire ça. Et justement, à partir de ce qu'il avait dit le matin, il travaillait sur des contenus très précis, comme exemple, pas en disant vous devez faire ça, mais si vous faites ça comme ça, par exemple, vous pourrez arriver à telle ou telle chose, etc. Et puis, il y avait aussi, dans la dernière partie de la journée, des entretiens avec les professeurs qui pouvaient lui poser toutes les questions qu'ils voulaient. Ça, c'était la première formation qui était très intense et qui s'est continuée en fait par une formation en cours d'emploi, comme on dirait maintenant, et puisqu'il a participé pendant des années, en fait, pratiquement jusqu'à ce qu'il puisse plus bouger, c'est-à-dire, en tout cas jusqu'en 1924, il a participé le plus souvent possible aux réunions de travail des professeurs, qu'on appelle le collège pédagogique, et qui existe encore aujourd'hui, puisqu'à juste avant de mourir, il a dit aux professeurs, écoutez, maintenant, je peux plus vous aider, puisque je ne suis plus là pour vous prodiguer mes conseils, et vous devez devenir entre vous votre propre conseil. Et donc il a légué, on pourrait dire, aux professeurs l'héritage, c'est travailler entre vous et élaborer, approfondissez, développez, élargissez tout ce que j'ai mis en route en fait. D'accord, donc encore une fois, c'était pas quelque chose qui allait devenir sclérosé, voilà. Qui au contraire, ça laissait le champ libre à d'autres perspectives d'amélioration. Bien sûr, et d'ailleurs la pédagogie Steiner s'est énormément développée, bien évidemment. On peut dire que sur beaucoup de plans, on fait encore aujourd'hui ce qu'on faisait en 1919, en 1920, mais on fait aussi des tas d'autres choses. Évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, donc il n'y avait pas d'initiation à l'informatique, il n'y avait pas la manière dont, ne serait-ce que les programmes d'histoire et de géographie étaient forcément différents, les programmes, tout a changé de ce point de vue-là, mais ce qui reste, c'est l'essentiel, c'est ce qui se passait le matin, c'est-à-dire l'étude de la nature humaine. Et il reste, et ça reste vrai, et ça restera sûrement vrai encore pendant très longtemps, qu'un enfant de 7 ans a telle et telle caractéristique, qu'un enfant de 12 ans a telle et telle caractéristique, qu'un enfant de 14 ans, il est en pleine adolescence. Oui, c'est ça. Et qu'à 18 ans, on sait penser de manière autonome, qu'on pense pas à 18 ans comme à 7 ans, etc. Enfin, ça, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Tout le monde le sait. Mais Steiner a donné des clés. Des clés, oui, où il a montré des portes où il y avait des serrures, et en tout cas, il a montré des chemins pour que les professeurs cherchent en fait comment aller à la rencontre de l'enfant et de ses besoins, mais pas dans le sens de l'enfant roi. Vous savez, souvent quand on dit, Luc Ferry dit c'est démagogique de dire on met l'enfant au centre. Et moi, je trouve qu'il a assez raison dans le sens où c'est effectivement démagogique de mettre l'enfant au centre comme un enfant roi, qui a tous les droits, par contre, c'est pas démagogique de mettre l'enfant au centre de nos préoccupations. Je pense pas que le ministre, d'ailleurs, ait jamais voulu dire qu'on ne devait pas se préoccuper des enfants. Je pense plutôt, je veux pas faire de l'exégèse des paroles de ministre, mais je pense plutôt, voyant un petit peu comment il pense autour des enfants, que il met en garde aussi contre cette pédagogie qui veut regarder les besoins de l'enfant, mais uniquement d'un point de vue très, on pourrait dire très primaire. Basique. J'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de maths. Chez nous, on peut pas faire ça. Dans les écoles Steiner, qu'on ait envie de faire des maths aujourd'hui ou pas, il y a un cours de maths. De toute façon, tout le monde est libre. On sait très bien qu'on a tous, en tant qu'enfants, à un certain moment, zappé, n'est-ce pas?
fermer les oreilles, fermer les yeux, et pas. Mais n'empêche que le cours de maths, lui, il a lieu. Et ça, c'est comme ça que le professeur guide l'enfant. C'est-à-dire, il y a des choses à faire, on les fait. Après, chacun est libre de les faire ou de pas les faire, mais le professeur, lui, il tient son projet. Et dans ce sens-là, il met pas l'enfant au centre avec ses petits besoins primaires. Mais par contre, il met l'enfant au centre dans le sens d'essayer de voir de quoi a besoin. Par exemple, cet tel enfant qui est toujours rêveur, si j'aborde avec lui la lecture en martelant de façon syllabique, il va pas y arriver. Si par contre j'aborde la lecture avec lui en lui faisant d'une certaine manière entre guillemets rêver les sons et découvrir très lentement petit à petit qu'un son peut s'habiller en fait avec une lettre, quand il va découvrir que cet habit c'est un bel habit et que c'est aussi poétique que son rêve, il va bien vouloir apprendre à lire. Voilà. Ça, c'est de la pédagogie, hein. On est là pour ça. Ouais, d'accord. Donc, pour revenir à la question que je souhaitais aborder, oui, pour disséquer, comment l'enfant est placé, je dirais d'un point de vue spirituel, quelle est la formation qu'ont les professeurs après avoir passé le cursus normal par laquelle ils sont obligés de passer. Donc, cette formation... Elle ressemble un peu à celle que je vous ai décrite qui a duré 3 semaines, sauf qu'elle est faite différemment parce que il n'y a pas la même intensité que dans une fondation, hein, c'est différent, et puis les conditions de vie sont différentes aussi. C'est une formation qui s'appuie encore beaucoup sur les conférences sur la nature humaine qu'a donné Rudolf Steiner en 1919. Ça, on peut dire c'est vraiment la base, parce que c'est là-dedans il y a énormément d'indications qui sont données sous forme de pensée en fait, et qu'on peut développer, réapprofondir à l'infini. Les grandes lignes que vous en avez vous-même retirées, qui à votre sens sont importantes. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple, ouais. On ne peut pas en donner beaucoup, mais il y a tout un travail qui est fait sur la question de l'imagination créatrice. Comment un professeur peut apprendre à trouver en lui-même, peut apprendre à créer en fait les images qui vont permettre aux élèves de se relier à la matière qu'il enseigne. Voilà. Alors vous savez, on peut dire par exemple, comment est-ce qu'on fait pour faire le lien dans un cours de physique entre, par exemple, la réalité physique des ondes électromagnétiques de fréquence qui forment les couleurs. Comment on fait le lien entre ce cours de physique, on apprend ça, et l'émotion qu'on peut avoir devant un tableau de Van Gogh, comme le disait Alain Fréby tout à l'heure. D'accord. C'est la même chose pourtant. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Ces ondes électromagnétiques de fréquence sont la même chose que les couleurs qui me donnent de l'émotion. Comment je fais le lien entre ces deux choses-là ? À travers justement l'art plastique, peut-être ? Par exemple. Ou alors, la musique. ou tout simplement, bien sûr, à travers tout ça, ou tout simplement à travers le fait que le professeur, à l'intérieur de lui, fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que le professeur de physique va être aussi, par exemple, quelqu'un qui va développer en lui, à partir de sa connaissance scientifique, aussi des images qui parlent à son cœur ou à son émotion. J'entends bien, d'accord. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Et cette imagination-là, cette forme d'imagination, alors elle peut se traduire, comme je l'ai raconté tout à l'heure, par exemple pour la lecture. Je vais vous donner un exemple, une petite anecdote. Dans la classe que j'ai prise il y a 9 ans, en première classe, il se trouve que c'était une classe d'enfants extrêmement actifs, qui bougeaient beaucoup. C'était pas des rêveurs. J'avais pratiquement pas de rêveurs dedans. C'était des enfants qui avaient besoin de beaucoup bouger et qui, si on les avait laissés sur les bancs trop longtemps, auraient, vulgairement parlant, pété les plombs. Et pourtant, ces enfants-là, il fallait bien leur apprendre à lire et il fallait les faire entrer dans le monde de la lecture, et il fallait que les lettres fassent sens pour eux. Alors, ben voilà, là, à partir de ces enfants-là que j'avais en face de moi et de mon projet que j'avais de leur apprendre à lire, j'ai travaillé en fait en essayant de développer en moi des imaginations qui venaient de la rencontre avec les enfants.
Et j'ai inventé une première comptine pour introduire une lettre que vous allez sûrement deviner. La comptine disait ceci: Petit Paul prend appui, pose le pied, passe le pont. La lettre P. Voilà. Mm-hmm. Et mais c'était pas seulement ça, c'était que en fait, comme c'était des enfants extrêmement concrets, j'avais construit un pont en mettant une planche sur 2 chaises, et chaque enfant de la classe est passé sur le pont en scandant à chaque fois avec son pied: Petit Paul prend appui, pose le pied, passe le pont. Et c'était en fait le pont qui allait nous amener au monde de la lecture. J'avais fait toute une histoire pour raconter que une fois que Petit Paul avait passé le pont, il allait découvrir tout le monde des lettres. Mais il fallait qu'il passe le pont d'abord. Et chaque enfant a passé le pont en scandant avec son pied. Donc d'un point de vue symbolique, c'était important pour eux. C'était Ça les engageait de par leur être entier voilà. dans le monde de la lecture. Et à travers leur volonté, hein, puisque c'était leurs pieds qui ont marché. Mais encore une fois, ça c'est parce que c'était pas des enfants rêveurs. Si ça avait été des enfants rêveurs, j'aurais fait différemment. À savoir par exemple, je serais partie sur une voyelle, je pense. Peut-être sur le haut, un enfant qui s'émerveillait, par exemple, en ouvrant la bouche comme ça, ou quelque chose comme ça, ou le A, je ne sais pas. Enfin, là, il se trouve que je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous l'imaginer comme ça, fictivement. Mais j'aurais fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le but était le même, c'était d'entrer dans le monde de la lecture, mais y entrer par la porte qui convient aux enfants, en l'occurrence. Et ça, je l'ai appris dans la 2e conférence de Nature humaine. D'accord. Pas sous cette forme-là du tout, parce que ce que dit Steiner simplement, c'est qu'il décrit pour le professeur comment il peut développer en lui la faculté imaginative. Donc j'ai pas appris la chose, j'ai appris à essayer de le faire. C'est pour vous donner un exemple comment on peut se former à la pédagogie Steiner. Vous venez de décrire 2 catégories d'enfants. Est-ce que vous en voyez éventuellement une 3e ou une 4e Oui, il y en a plein d'autres. Comme vous l'avez dit au début de l'antenne, quand vous avez commencé à aborder le sujet de l'éducation, le thème de l'éducation, chaque enfant est unique. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais y a-t-il... il y a des grands courants, oui, on va dire. Voilà. Alors, il y a aussi les enfants qui, par exemple, sont des enfants très techniques. J'en avais aussi dans ma classe des comme ça, qui ne passent que par les mains, en fait, par les histoires ou les images, ça les intéresse pas beaucoup. Il faut que ça passe par les mains. Alors avec cela, on va trouver, par exemple, là, encore une fois, pour rentrer dans le monde de la lecture, avec cela, j'ai essayé de les faire rentrer. J'avais amené un immense bac à plantes, mais vraiment immense, que j'avais trouvé dans une vieille brocante. Et là-dedans, j'avais ramené du sable de Bretagne, du sable très très fin. Et donc ceux-là, je les faisais travailler dans le bac avec leurs pieds pour qu'ils prennent, en fait, à travers leurs membres et même à travers les pieds qui sont quand même plus difficiles à manier que les mains. Les mains, ça reste presque encore une sorte d'excroissance de la pensée d'une certaine manière. On est très intelligent avec ses mains. Avec ses pieds, c'est plus dur. Donc, ceux-là, je les ai fait passer par les pieds, beaucoup travailler, écrire des P, des A, tout ce que vous voulez, avec leurs pieds, de manière à ce qu'ils sentent qu'on pouvait se relier aussi par son corps, en fait. Donc, parce que eux ont de plus, qui connaissent le mieux, puisque les enfants très concrets, en fait, ils vivent leur rencontre avec le monde à travers tout ce qui est technique, à travers tout ce qui est corporel aussi. Donc ceux-là, on va les faire passer comme ça. Puis il y a aussi ceux qui, j'en avais aussi quelques-uns comme ça, qui sont entièrement déjà presque, qui ont une pensée qui ont une pensée intellectuelle déjà presque entièrement formée, et qui, j'en avais une comme ça, qui avait une faculté particulière, c'est que il suffisait qu'elle me regarde pour qu'elle sache quelle question j'allais poser. Pas mal. Donc elle répondait toujours avant que j'ai posé la question. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les enfants très doués intellectuellement. Hein. Il y en a aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière certaines capacités psychiques ? Ça, j'en sais rien. Je sais pas. D'accord. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est ce que ça fait. Et ça fait des enfants qui font pétiller aussi les classes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir dans une même classe, et ça, c'est aussi une caractéristique de la pédagogie Waldorf, d'avoir dans une même classe un enfant pétillant, comme ça, qui fait avancer, qui fait pétiller la classe comme du champagne, en fait. Et puis un enfant qui a besoin de passer par ses pieds,
Et un enfant qui a besoin de rêver sa lettre, et un enfant qui a besoin de l'entendre parce qu'il est plus musicien, ou un enfant qui a besoin de la peindre parce qu'il est plus dans la main, dans les arts plastiques. Et quand vous avez tout ça dans une classe, vous avez une richesse qui correspond en gros à ce qu'on rencontre dans la société. Et les enfants eux-mêmes réussissent à comprendre le fait qu'ils soient chacun individuel, unique, et qu'il n'y a plus de rivalité donc entre eux dès le moment où ils ont compris qu'ils ont chacun une richesse intérieure? Bien sûr, parce qu'en fait, ils savent très bien que là où ils sont très forts, ça veut dire qu'ils sont très faibles ailleurs. Donc c'est quand même extrêmement rare, j'en ai bien sûr rencontré aussi quelques-uns, une ou deux filles en particulier, douées partout, qui faisaient des dessins magnifiques, qui écrivaient extraordinairement bien, qui faisaient des maths sans faire de fautes, qui faisaient pas de fautes d'orthographe. Il y avait un gros problème social, par exemple. Donc heureusement, il y a un problème quelque part. Pourquoi heureusement? Parce qu'un enfant trop parfait souffre d'être pas comme les autres. Puis ça n'existe pas, de toute façon. Et puis pourrait faire souffrir les autres aussi, d'une certaine manière. Simplement, c'est à nous, les professeurs, de se rendre compte que les enfants ne peuvent pas être parfaits. Et que, pardon, un enfant... la grande différence, je pense, entre la pédagogie Steiner et la pédagogie traditionnelle française, en tout cas, c'est qu'on ne va pas s'arrêter aux résultats scolaires de l'enfant et qu'on va gratter un peu plus loin. Et que les compétences sociales, vous savez, l'étude PISA de l'OCDE, ce qui s'appelle Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Donc l'OCDE fait ces études là depuis plusieurs années, tous les ans, sur des enfants de 15 ans. Mmh. Ils ont travaillé bien sûr sur les compétences cognitives, mais aussi sur les compétences sociales, sur les compétences aux facultés individuelles d'adaptation, etc., etc. Et ils se rendent compte que les enfants français, une des difficultés qu'ils ont, d'une manière générale, c'est pas dans les compétences cognitives, parce que ça, en général, ils sont forts, mais c'est pour les appliquer, et pour les appliquer dans le social. Et dans la pédagogie Steiner, on a à cœur de faire ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui sait beaucoup de choses, d'une certaine manière, s'il ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien. Ça sert juste à savoir, à passer bien ses examens. Mais si une fois qu'on a bien passé ces examens, voire même avec un bac avec mention très bien, et qu'on ne sait pas s'en servir pour en faire quelque chose dans le monde et dans sa vie professionnelle, à quoi ça a servi de faire 12 années pour arriver là? Toi-même, Camille? Sais-tu quel est ton point faible ou tes points faibles, et inversement, quels sont tes points forts? Ouais, c'est depuis que j'ai commencé l'école, j'ai fait un blocage sur les maths depuis le début, parce que je comprenais pas, enfin c'était pas... Ça, pour moi ça servait à rien, moi j'étais dans la musique, dans tout ce qui était l'ouïe, l'audition... mes points forts en fait c'est dans la musique, dans les langues étrangères, dans la littérature et tout ce qui est un peu plus abstrait, je veux dire abstrait avec des chiffres, ça me plaît pas et en fait puisque ça me plaît pas, je prends pas la peine de le travailler parce que je sais que j'ai d'autres capacités ailleurs quoi. Donc je connais mes points forts et mes points faibles là-dessus. Est-ce que ta mère, connaissant tes points faibles, t'a accompagné à développer, à dépasser le stade où tu avais un certain jean-foutisme vers les mathématiques et les sciences en général? Ouais, de toute façon, il fallait, comme tout le monde de ma classe, apprendre mes tables de multiplication. Et puis, j'ai été forcée, comme tous les enfants qui veulent pas le faire, à les apprendre. J'ai été forcée à apprendre un peu plus tard à faire des équations, etc. Mais... en fait, j'ai appris ça et puis dès que j'en ai plus besoin, j'ai passé mon bac anticipé il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je sais plus faire d'équations. J'ai appris à faire une équation pendant 1 an et puis voilà. Super. Et donc en dehors de ça, est-ce que tu as une petite idée de l'orientation à venir pour toi d'un point de vue professionnel? Ouais. Alors moi, de toute façon, ce sera quelque chose axé sur la communication auditive. Mmh. Je suis passionnée par l'ouïe, enfin le sens de l'ouïe, et par la communication. Donc moi, je voudrais faire quelque chose avec les langues étrangères. Mmh. Voilà.
Après, c'est pas T'as pas encore défini. C'est pas encore défini. Je sais que je travaillerai avec ça. Et je sais pas encore exactement comment. J'ai plein de projets. Donc, pour l'instant, il faut que je choisisse. Et puis après, je vous dirai. D'accord. À l'heure actuelle, tu as quel âge ? 18. 18 ans. Ouais. On parlait notamment tout à l'heure de la confiance en soi que pouvait apporter la manière d'aborder, d'envisager l'enfant avec les écoles Steiner. Est-ce que tu estimes, par rapport aux autres gens de ton âge, avoir une personnalité plus affirmée, une confiance en soi qui est plus développée ? Non, ça c'est faux parce que j'ai rencontré des gens très 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 bien qui venaient pas du tout d'une école Steiner. Mais en fait, c'est pas que nous, on ait plus confiance en nous ou quoi, c'est que les gens nous ont donné plus de confiance. Et donc, moi, je pense que je suis encore trop jeune pour pouvoir analyser exactement où ça va, cette confiance qu'on nous donne, etc. Mais en tout cas, à court terme, ça nous permet de pouvoir nous surpasser tout le temps. Mais pas nous surpasser pour avoir un meilleur résultat, mais pour grandir toujours. Et pour jamais s'arrêter sur un acquis. Ouais. Est-ce que tu estimes que le projet que tu as eu à faire en dernière année, en plus du bac, je pense pas que ce soit un projet qui est facile, notamment Faust comme tu l'as dit toi-même, est un thème qui est difficile dans la compréhension qu'on peut en avoir. Ouais. Par rapport, j'imagine aussi que tu côtoies, notamment peut-être à travers ta famille, tes cousins, tes cousines, mais peut-être tes voisins aussi, donc des gens de ton âge qui sont dans le circuit classique de l'éducation. Est-ce que tu as l'occasion de voir ton rapport aux autres, d'une part, qui est différent, et d'autre part, un désir que tu aurais de vouloir aller plus loin par rapport à eux? Mais j'entends plus loin dans le développement peut-être personnel. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois, mais par rapport à ma relation aux autres, j'ai une très bonne relation avec tous ceux qui sont... Enfin, avec tout le monde, quoi. Et c'est pas parce que j'ai grandi dans une... Enfin, parce que j'ai suivi ma scolarité dans une école Steiner que je peux fréquenter que des gens qui sont comme moi. J'entends bien. Et ça, heureusement, parce qu'il faut aussi voir un peu le reste du monde. Et par rapport... la deuxième chose, en fait, je crois que j'ai pas trop compris. Comment est-ce que tu situes ta relation aux autres ? Est-ce que tu estimes que ta relation aux autres t'amène à te dépasser ? Est-ce que tu te perçois comme étant, à travers la confiance que tu as pu avoir en toi, le désir tout le temps de te dépasser, non pas pour rajouter peut-être une médaille à ton cursus, mais la médaille est peut-être abstraite, si tu veux. C'est pour toi, pour pouvoir te développer intérieurement. Autant certaines personnes auraient tendance à vouloir aller jusqu'à un certain stade et à s'arrêter à ce stade, intérieurement comme extérieurement, à travers leur profession. Ouais. Ils n'en bougent pas, ils sont bien, ils sont contents. Autant, je te pose la question, si tu estimes que toi, et peut-être aussi les enfants que tu as pu côtoyer, qui ont suivi l'éducation à travers les écoles Steiner, ont ce goût pour l'inconnu, ont ce goût pour les choses qui les font grandir intérieurement. Ouais, c'est possible qu'il y ait ça. En tout cas, c'est certain que tous ceux qui ont été dans une école Steiner, bon, peut-être pas tous ceux parce que j'ai pas envie de faire de généralité, mais la plupart, c'est des gens qui ont déjà acquis énormément de culture générale. On a quelque chose qui n'a pas encore été dit, mais quand on est en 8e classe, qui est l'équivalent de la 4e, et en 11e, qui est l'équivalent de la première, ou alors de la seconde dans certaines écoles, c'est un peu compliqué, on fait une pièce de théâtre. On joue, toute la classe est sur scène, c'est des pièces de Shakespeare, de Molière, des pièces très anciennes, des pièces très modernes, ça dépend, il n'y a pas de... Voilà. D'arrêt là-dessus, oui. Et donc nous, en tant qu'élève appartenant à l'école, on voit à chaque fois ces pièces. Donc on voit au moins 2 pièces relativement connues par an. Donc en 12 ans de scolarité, ça fait au moins 24 pièces par an, plus des choses, des manifestations où on peut aller aussi librement, par exemple à Paris, ou je sais pas. Donc déjà, on a un bagage culturel grâce à ça.
grâce à des choses, qu'on a étudiées en tant qu'enfant. Par exemple, quand on a 10-11 ans, on étudie les mythologies anciennes, donc de l'Inde jusqu'à la Grèce. On étudie tout le cheminement des peuples. Non, jusqu'à Rome, jusqu'à la Rome antique même. Et donc en fait, on a toujours une espèce de culture qui nous pousse à vouloir toujours aller plus loin, parce qu'on sait qu'il y a de toute façon toujours plus loin. Et c'est pas parce qu'on a, par exemple, j'ai envie d'être fleuriste, alors je suis fleuriste et ça y est, j'ai fini, c'est mon but, à 30 ans, ça y est. Et non, enfin, pour moi, c'est pas ça, j'envisage pas ma vie comme ça, et je pense que ça, c'est grâce à l'école Steiner, parce que justement, on a toujours eu la conscience que même si on croit qu'on a atteint le but, en fait, il y a toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et toujours plus de curiosité à découvrir, toujours plus de belles choses ou de mauvaises choses d'ailleurs dont il faut faire l'expérience. Donc c'est possible que beaucoup d'élèves sortant d'école Steiner soient friands de choses nouvelles, ouais. Est-ce que le fait d'avoir fait ce projet sur Faust, l'année de ton bac, est-ce que tu as pu le comparer avec d'autres élèves dans le circuit ordinaire, je dirais? L'esprit d'initiative, c'est-à-dire moi-même j'ai fait le circuit classique, Ouais. tu vois, donc j'essaie de voir, de comparer en même temps. On nous demandait certaines choses, on les faisait, c'était bien, et puis bon, on n'essayait pas d'aller voir plus loin. Et à la rigueur, j'aurais même tendance à dire que on nous encourageait pas à nous prendre en charge Mmh. au-delà d'une certaine limite, Ouais. qui était par rapport en fonction de notre âge, et puis voilà, ça allait pas plus loin, tu vois. Le fait de comprendre, toi tu as 18 ans, tu es en train de nous dire, tout à l'heure tu nous as dit du moins, que non seulement tu avais le bac, tu devais bosser beaucoup, en plus tu avais le projet Faust que tu avais choisi, où t'as donné un certain investissement, tu t'y es engagé, et cet élan que tu avais à travers ce travail personnel t'a aidé à trouver l'élan pour le bac. Ouais. Alors, on en était arrivé à la conclusion que plus tu en faisais, Oui. plus tu avais le désir d'en faire, et plus tu en avais. Et la capacité aussi. Ben voilà. Donc les forces, à la rigueur, c'est ça qui est peut-être paradoxal, on aurait tendance à dire, mais non, travaille pas trop, ma pauvre fille. Comment tu vas donner l'énergie nécessaire pour pouvoir passer ton bac si tu t'investis trop là? Et là, tu es en train de montrer totalement l'inverse. Ouais. Alors, ce que toi, tu es en train de dire à 18 ans, moi, je le percevais pas. Je parle en mon nom personnel. Et en même temps, pour les autres. Une certaine catégorie. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais il n'y avait pas cet état d'esprit de se dire que plus on en fait et plus on peut en faire. Ouais. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose dont moi, j'ai fait l'expérience, mais je sais... Il y a des gens de ma classe pour qui ça n'a pas été comme ça, parce qu'ils ont besoin de se consacrer sur une seule chose. Moi, je suis efficace quand je fais deux choses à la fois. Donc bon, c'est moi, quoi. Oui, Isabelle. Oui, mais on peut quand même dire que globalement, ce que vous dites est quand même vrai, même si bien sûr il y a toujours des exceptions et il y a toujours aussi des caractères particuliers. J'en veux pour preuve en fait des statistiques qui ont été faites en Suisse en particulier et en Allemagne sur les anciens élèves, et où on s'aperçoit qu'en fait le taux de chômage chez les anciens élèves des écoles Steiner est beaucoup moindre. Non pas parce qu'ils sont forcément dans des catégories socio-professionnelles plus privilégiées, mais parce qu'ils ont cette capacité de rebondir. Camille disait tout à l'heure, si je veux devenir fleuriste, je m'arrête pas là. Et en fait, c'est ça, c'est on a souvent des anciens élèves qui sont capables, pour qui c'est aussi noble d'être fleuriste ou manœuvre ou terrassier ou éboueur que astrophysicien, et qui sont capables J'en ai vu un l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, parce qu'il cherchait du travail et qu'il voulait absolument passer par l'expérience aussi de ça. Il a fait l'expérience d'être éboueur.
C'est très intéressant parce que, bien sûr, il a dit qu'il ne le ferait pas toute sa vie et qu'il avait aussi la chance de pouvoir ne pas faire ça toute sa vie, mais il a été aussi capable de le faire en sortant quelque chose et sans se sentir dégradé parce qu'il faisait un travail qui est quand même pas très prisé bien qu'on en ait énormément besoin. Et ça, c'est une des forces justement de l'école Steiner, c'est de se dire que tout ce qui est fait dans le monde, on en a besoin et que il s'agit pas qu'il y ait une catégorie qui soit reléguée aux choses qui soient les services et puis les autres qui puissent en bénéficier, mais que toute activité humaine a sa noblesse. Donc et ça c'est travaillé à partir du moment où justement le talent manuel est considéré comme le talent artistique, comme le talent intellectuel. Il n'y a pas plus de noblesse à être bon avec sa tête qu'à être bon avec ses mains. Et ça, c'est quand même une chose très, très, très forte. Parce que ça permet, par exemple, à des gens qui ont éventuellement, qui sont dans la situation absolument habituelle, bac+5, bac+6 et chômage, de se dire, c'est pas grave. Mon diplôme, je l'ai, mais je vais faire autre chose. Et puis, qui le font très bien. Et donc, qui sont capables de rebondir et de changer. Et on en a aussi un certain nombre qui font un double diplôme, par exemple, diplôme d'artisan et diplôme universitaire. Sachant que, justement, les deux composantes sont aussi importantes l'une que l'autre. Et donc, il y a quand même d'une certaine manière, et ça, c'est vraiment voulu, garder sur les mêmes bancs de l'école le plus longtemps possible le futur énarque et le futur manœuvre. Le plus longtemps possible, au-delà de la scolarité obligatoire. Et c'est l'idée du collège unique avant le collège unique aussi, mais un collège unique, un vrai collège unique, pas avec des faux semblants et des voies de garage, etc. Mais vraiment faire le pari que tout enfant peut acquérir une culture générale, quel que soit le moyen par lequel il l'acquiert. Il peut l'acquérir plus, encore une fois, peut-être dans l'imaginaire que dans l'accumulation des connaissances, mais peu importe. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il puisse en faire quelque chose. Et je dirais peut-être encore une chose, c'est que le but, on pourrait dire, d'accueillir. Pourquoi est-ce qu'on veut accueillir comme ça les enfants dans ce qu'ils sont, finalement dans ce qu'ils veulent devenir d'une certaine manière? Modestement, on essaye de se mettre à l'écoute de ça. C'est tout simplement parce que un peu comme on parlait de l'agriculture tout à l'heure, il nous semble que chaque enfant, quand il devient adulte, il a aussi son travail à faire dans le monde. Et que donc le but, c'est quand même qu'il rencontre le monde et qu'il le rencontre le mieux possible, avec le plus d'instruments et d'outils possible, et le plus d'ouverture et de tolérance possible. Donc, on pourrait dire que c'est des écoles où on protège beaucoup la petite enfance pour lui donner de la force. C'est un peu la Rose du Petit Prince. On met la cloche dans le jardin d'enfants, enfin la cloche. On protège beaucoup la petite enfance. On essaie de faire en sorte que les enfants soient élevés dans quelque chose encore une fois, qui leur donne confiance, qui n'aient pas peur en fait dès leurs toutes premières années. Et c'est la confiance, c'est le terreau dans lequel on essaye d'élever les enfants, de manière à ce que cette confiance dans le monde, petit à petit, devienne une confiance en soi, et que, de nouveau, elle se remétamorphose en une confiance dans les capacités qu'on a à faire quelque chose dans le monde. Donc c'est une métamorphose de la confiance, on pourrait dire aussi. Camille, j'aurais souhaité aussi te poser la question, et ça fait un peu écho à ce que vient de dire ta mère, sur la manière dont tu envisages l'autre, notamment à travers ta scolarité. Quelle relation tu pouvais avoir avec tes camarades de classe? Comment tes professeurs, je dirais, essayer de vous faire, de vous mettre en relation les uns avec les autres? Alors déjà, avec certains des gens, bon, quand je suis arrivée en première classe, donc au CP, j'avais déjà fait avec certains quelques années de jardin d'enfants. Donc on était déjà assez liés. On était 3-4 de la même classe de jardin d'enfants à arriver dans la classe de l'école, quoi. Donc déjà on était assez liés et on a pu continuer nos liens, et puis petit à petit des liens se sont faits comme dans la vie, quoi. On rencontre quelqu'un, on s'entend plus ou moins bien avec la personne,
Et puis c'est facilité parce que justement on est toujours ensemble. Et je sais pas si c'est lié à l'école Steiner ou pas. Enfin, en tout cas, on est resté. Moi, j'ai des amis avec qui je suis restée pendant 12 ans. J'avais à peu près 4-5 amis, très bons amis en première classe. Sur ces 4-5 amis, 2 sont partis. Et les autres sont restés jusqu'en 12e classe. Donc j'ai fait 12 ans de scolarité avec les mêmes personnes. Des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus, des gens qui sont arrivés. Et donc ma relation à l'autre dans la classe, elle a été de toute façon très facile, parce que j'étais là depuis le début, qu'on était un noyau assez dur et assez lié, enfin très lié même. Comment est-ce que vous arriviez à vous motiver? Est-ce que d'ailleurs vous motiviez, j'imagine, mais y avait-il du défi? Y avait-il de la collaboration? C'était des challenges? Je ne sais pas sous quelle forme finalement vous vous tiriez mutuellement. Bah, en fait, bon, c'est comme, je crois que c'est un peu comme dans la vie. Ouais, je sais pas comment expliquer. On n'avait pas conscience de se dire, bon, alors là, il faut qu'on se motive. On a des difficultés et tout ça. Je te demande un travail d'analyse, là, c'est clair. Ouais, on n'avait absolument pas conscience de ça. Et il y avait, je sais pas très bien comment répondre à cette question. Peut-être, je sais pas, t'as une idée. Mais ce que tu peux raconter quand même, c'est que dans ta classe, il y avait toutes sortes d'enfants, des enfants à grande difficulté, des enfants très doués, et que vous avez fait quand même un apprentissage social de la tolérance et de l'acceptation. Voilà. Oui, en fait, on avait un professeur, donc la femme l'institutrice qui nous a gardés de la première année jusqu'à la 6e année. En fait, elle avait un certain goût pour les enfants difficiles, enfin un goût. Elle avait toujours besoin d'avoir des enfants difficiles dans la classe. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Bon, c'était bien pour nous aussi, jusqu'à un certain point, parce que bon, il y a eu une année où on était sur 28 élèves. Il devait y avoir 18 élèves qui étaient avec des grosses difficultés, des orphelins, On avait, point de vue social. Ouais, point de vue social. Oui, en fait, c'était beaucoup de problèmes sociaux. Et donc, ça mangeait beaucoup d'énergie aussi. Mais ça a quand même été une force dans le sens où on a tout de suite, dès la première classe, je me rappelle, on avait un copain qui avait énormément de problèmes. Et en fait, dès la première classe, on s'est rendu compte. En fait, on a été mis au courant de tous ces problèmes. On a pu voir à quel point on avait de la chance de ne pas avoir trop de problèmes, etc. Donc on a profité, on a pris de la force grâce à cet enfant qui était en difficulté, et je pense qu'on l'a aidé comme il nous a aidés aussi. Donc ça a été un travail mutuel de respect, pour reprendre les termes que ta mère a pu dire. Mais ça, c'est le professeur qui a quand même encadré ça, parce que je pense que si il avait été tout seul face à une classe, un enfant qui a beaucoup de problèmes face à un groupe d'enfants qui en a moins, comme partout, il finit par se faire exclure. Oui, exclure. Exclure, c'est ça, il est un peu tard. Et c'est... dire même dans une école Waldorf, des enfants sont exclus et d'autres... Donc les classes étaient à l'image d'un microcosme de société. Ouais. Alors il y a Jérôme pour poser une question. Jérôme, bonsoir. Oui, bonsoir. Dans un premier temps, je voulais vous féliciter le ici et maintenant, parce que je vous écoute depuis quelques mois maintenant, et puis j'ai l'impression que au niveau des programmes, on trouve un peu le pire et le meilleur, mais ce soir on atteint vraiment le meilleur, quoi. Et c'est vraiment passionnant. Et je regrette au fur et à mesure que la soirée avance, je regrette de plus en plus de pas avoir été inscrit par mes parents dans une école Steiner. Et j'avais une question à poser à la madame qui est enseignante, je me souviens plus de son nom. Isabelle Ablard-Dupin. Oui, concernant la gestion de la violence en fait, entre les enfants, quoi. Il y a elle a parlé des conférences que donnait Rudolf Steiner à propos de la nature humaine. Il me semble que la violence en fait partie.
comment est-ce que c'est géré dans la pédagogie en fait spécifique aux écoles Steiner? Oui, bonsoir et merci pour ce que vous avez dit. Vous avez tout à fait raison, ça c'est aussi une des choses qu'on travaille. Il faut dire que la violence, au sens où on la rencontre maintenant, était nettement moins présente dans les écoles en 1919 quand Steiner a fondé l'école l'école Waldorf. Les enfants avaient des habitudes en fait de relativement de bonne éducation, on va dire, à l'époque, entre guillemets, hein. Mais vous avez raison, c'est vraiment une chose à laquelle on travaille actuellement beaucoup. Alors on a trouvé une réponse parmi des tas d'autres, et puis il y en a aussi encore certainement beaucoup à chercher. Une des choses qui est pratiquée dans les écoles Steiner en général, peut-être pas absolument dans toutes, mais d'une manière générale, c'est que chaque matin, en fait, l'enfant est accueilli par un professeur. Il rentre dans l'école accueilli par un professeur qui lui serre la main et qui lui dit bonjour en l'appelant par son nom. Alors ça a l'air d'être rien du tout, mais en fait, faut imaginer que quand on est reçu comme ça chaque matin, qu'on sort de sa famille et qu'on arrive et qu'on est reçu et reconnu en fait en tant qu'individualité qui arrive et qui va avoir finalement toute sa place dans l'école dans laquelle il va travailler toute la journée. Eh bien, ça met dans une situation, là aussi encore une fois, de confiance en soi. Et puis le fait d'être accueilli comme ça fait qu'on accueille l'autre aussi d'une autre façon. Donc, alors je dis pas que ça suffit pour faire de la prévention de tous les phénomènes de violence. On a aussi des choses difficiles, et on a de plus en plus souvent, par exemple, des enfants. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont abreuvés de télévision dans les écoles Steiner comme ailleurs, et qui sont abreuvés de jeux vidéo et de choses comme ça, et qui ont aussi des tas et puis qui vivent aussi tout simplement la violence de la société au quotidien et qui ont besoin quelque part de la ressortir. Mais je dirais qu'ils la ressortent plus d'une certaine manière à partir d'eux-mêmes et vers l'extérieur que forcément contre les autres ou contre les professeurs. Il y a très peu de phénomènes de violence de ce type-là. Et ça, c'est lié au fait que je crois que les professeurs font de gros efforts pour regarder l'enfant comme pas simplement faire semblant de l'accueillir, mais le regarder vraiment, regarder qui il est, le connaître par son nom. C'est important, savoir qu'on a un nom, par exemple, qu'on n'est pas qu'un numéro.